Salut tout le monde. Je peux pas parler trop fort, je crois. Je crois qu'ils sont tout proches. Aujourd'hui, sur Anthropods, on plonge tout droit dans le monde morbide du manga Parasite. Entre visages déformés et tentacules élastiques, préparez-vous à vous tordre d'effroi. Je dois vous laisser. Je crois que j'entends des bruits. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais ce petit message juste avant l'épisode, je viens de terminer le montage et pendant qu'on montait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Festival international de la BD d'Angoulême vient d'annoncer l'organisation pour son édition 2026, une exposition dédiée justement à Parasite, donc au manga dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça, veuillez nous excuser parce que on ne fera aucune mention de cette exposition à venir puisque l'épisode a été tourné début octobre. Malgré tout ça, je ne peux que vous inviter à foncer, prendre vos billets pour découvrir ce manga et peut-être voir des planches originales. Qui sait, peut-être si on a un peu de chance. Voilà, je vous retiens pas plus et je vous souhaite une agréable écoute. Salut tout le monde. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anthropods. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Vous l'avez entendu durant l'introduction, c'est un épisode un peu spécial, un épisode qui fait frissonner, un épisode où il y a plein d'hémoglobine, puisque c'est l'épisode spécial Halloween de cette année. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler corps, on va parler sanguinolent, on va parler putréfaction, puisque nous allons parler body horror. Aujourd'hui, pour parler de ce thème, quoi de mieux que d'inviter et de parler avec un spécialiste du genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Domingues Leiva, qui est spécialiste du body horror et de la culture populaire, qui est professeur à Montréal, si je ne me trompe pas. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous? Ouais, content merci de l'invitation. Vous avez exhumé un vieil intérêt et c'est toujours sympa parce que finalement, ça fait un peu une cohérence. On se rend compte que ce qu'on a aimé, dans un sens, ça nous accompagne et c'est pas mal comme ça. Mais ça, par contre, je dois annoncer tout de suite qu'on va parler de quelque chose sur laquelle j'ai travaillé il y a quand même pas mal longtemps, donc je vais redécouvrir des choses en même temps que tout le monde. Il n'y a aucun souci. Merci encore de votre présence. Ce sera justement l'occasion de parler d'un manga et d'un animé qui nous plaît tous les deux, puisque aujourd'hui, on va parler majoritairement de Parasite, un manga qu'on va présenter dans quelques instants. Avant d'entamer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter bien mieux que moi, s'il vous plaît? Oui, j'enseigne donc à l'UQAM à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, puis j'enseigne la culture populaire. Je travaille beaucoup sur ça. Et puis effectivement, j'ai aussi travaillé longtemps sur des représentations de la cruauté, du corps, de la monstruosité, etc. Et donc, toutes des choses qui m'ont amené inévitablement vers ce chef-d'œuvre, donc incontesté, mais qui n'avait pas été tellement travaillé à l'époque quand j'ai publié cet article que vous avez lu sur Parasite, que je pense est en ligne d'ailleurs, l'article, je ne suis pas... Effectivement. Alors, comme vous venez de le dire, Parasite, c'est un vrai chef-d'œuvre écrit par Hitoshi Iwaki dans les années 80-88, pour être précis. Pour faire rapidement, ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Shinichi. Et un soir de pleine lune, des spores sont disséminés un peu partout sur Terre. Et ces spores vont contaminer la population, en tout cas une partie.
Sauf que Shinichi, lui, par un heureux hasard, ne va pas être totalement infecté par un parasite, et l'être symbiotique, au lieu d'occuper le cerveau, va posséder à la place la main de Shinichi, et de là, de ce parasite, va arriver un protagoniste essentiel à cette histoire, puisqu'il s'agit de Migi. Migi, un être entre le parasite et l'être, entre le nouveau-né et la créature fantastique, et ensemble, tous les deux, ils vont devoir se comprendre mutuellement et peut-être affronter des colocataires, des autres monstres issus de ce parasitage qui, eux, sont beaucoup plus attirés par la chair humaine. Alors, avant de commencer, quel a été votre premier rapport au manga ? Comment avez-vous connu Parasite ? Ça, je me rappelle pas vraiment. Je sais que j'avais déjà travaillé plus généralement. Les premiers articles que j'avais faits, c'était l'un dans un volume qui peut vous intéresser, enfin, celles qui nous écoutent, c'est un volume que j'avais co-dirigé avec Muriel Détry sur le supplice oriental. Et donc, on travaillait sur toutes les représentations à la fois occidentale, mais aussi orientale de cette tradition qui était assez emblématique et qui remonte très loin. Et là-dedans, donc nous avions publié nous avions demandé plein d'articles de toutes sortes de spécialistes de différents horizons et disciplines. Et pour ma part, ce qui m'avait intéressé et ce que j'avais cru pouvoir apporter, c'était plus le côté manga et animé. Et donc, c'est parti d'une réflexion plus générale sur la question du supplice dans les mangas et les animés. C'était beaucoup ce qui a marqué la réception occidentale du manga. C'était beaucoup cette idée de la transgression extrême du corps, à la fois du côté de la violence et du côté de la sexualité. Et donc, c'est beaucoup ça qui avait marqué les esprits. Et je me suis intéressé à essayer de comprendre donc ce qui, sans être du tout, et ça, il faut d'emblée le spécifier, je ne suis pas du tout un spécialiste, malheureusement, dans un sens, mais bon, on ne peut pas s'intéresser à tout dans la vie non plus, malheureusement. Mais je ne suis pas totalement un spécialiste de culture japonaise. Donc, c'est toujours avec beaucoup de bémols, mais aussi dans l'idée que de toute façon, c'est aussi une culture qui est devenue la nôtre. Donc, bon, ton podcast en est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que le manga a marqué plusieurs générations déjà de lecteurs, lectrices en Occident. Donc, je pense que nous avons quand même un rapport avec ça, et même sans être des vrais spécialistes sur de la culture nippone, on peut quand même essayer de voir ça de notre point de vue, finalement, de ce qu'on peut comprendre aussi. Donc, voilà. Alors, comme je dis, ça partait pas de spécialisation. Dans le volume sur le supplice oriental, il y avait des vrais spécialistes, notamment de la question du supplice chinois, de la tradition des supplices chinois. Et donc ça, c'était des vrais sinologues, etc., etc. Et moi, j'étais un petit peu un outsider, un peu intrus, heureusement accepté donc dans cette communauté. Mais finalement, le fait d'avoir commencé de manière très large, ça m'a amené à chercher des œuvres phares dans ce domaine. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé vers Parasite. Il y a aussi quand même une petite anecdote, ça c'est drôle, mais je pense que c'est deux choses un peu parallèles. C'est que j'ai un très bon ami, Sébastien Louot. Salut Sébastien, si jamais tu écoutes l'émission. Lui, il a travaillé pendant très longtemps, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il était le graphiste qui redessinait
les onomatopées et tous les signes finalement D'accord. extrêmement proliférants dans le manga, au point que justement il D'accord. fallait, il fallait consacrer euh, une tâche spécifique à ce, Oui, à oui, ce oui. travail-là. Et je sais qu'il avait fait Parasite en français et je sais qu'il m'en avait parlé. Donc, c'est sans doute ça, mais le fait que je m'en suis souvenu en travaillant par la suite de manière plus académique là-dessus. Et Ouais. de toute façon, je pense que c'est un peu un incontournable Mmh. et on peut y arriver par plusieurs biais. C'est sûr qu'on peut arriver par l'animé, on peut arriver par le live action. Maintenant, il y a la série spin-off Mmh. sud-coréenne. Donc, bon, je pense que Parasite est très ancré dans la culture manga et, euh, et donc, c'était un peu inévitable en travaillant sur cet aspect-là. D'accord, très bien. C'est vrai que vous le mentionnez, c'est un sacré croisement de chemins. Ce qui est aussi étonnant, c'est que, Parasite au final est aujourd'hui, considéré comme un classique. Pourtant, pendant un certain temps en tout cas, heu, il avait peut-être moins d'aura, moins de reconnaissance que, ce qui aujourd'hui sont devenus, les mangas du Panthéon, comme, Berserk, comme Evangelion, qui sont écrits à la même période, et pourtant qui sont, enfin en tout cas Parasite est traité à côté, on va dire. Oui, je pense que c'est toujours compliqué ces histoires de canonisation, etc. Euh, c'est sûr qu'il y a, bon, dans toute la planète manga, non, il y a des sortes c'est des sous-continents, c'est des genres, Hmm. des auteurs, etc. Il y en a qui sont plus légitimés par la critique, il y en a d'autres qui sont plus plébiscités par le public. Il y en a qui sont plus présents de par la continuité dans le temps et Ouais. les, Hmm. et les, et les transmédiatisations. Donc, je, je pense que c'est peut-être pas le manga que les gens qui connaissent pas le manga vont connaître, mais je Hmm. pense que c'est le manga que tous les gens qui aiment le manga vont quand même reconnaître. Après, c'est sûr aussi que le temps passant, les fans s'intéressent à des trucs, à des nouveautés, etc., etc. Et bon, Oui. il y a toujours cette sorte d'obsolescence programmée dans la culture pop qui fait que très vite on oublie. Et c'est vrai que là, on est quand même presque une trentaine d'années plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi des générations de fans différentes. Donc, là, je pense que ça a peut-être été plus important pour euh, ma Oui. génération peut-être, ou celle qui a pu lire ça dans les années 90, où c'était vraiment quelque chose de très intéressant et justement un Hmm. petit peu à part. Et c'est ça qui en fait le charme, c'est que ça se situe à la croisée de différents genres et Hmm. que ça pose des questions un peu différemment. Je trouve que c'est ça qu'on aime aussi dans le manga, c'est-à-dire que on a beaucoup critiqué en Occident la standardisation des intrigues, Oui. Hmm. etc., etc. Et bon, en fait, il y a d'un côté une mauvaise foi parce qu'évidemment, il n'y a pas plus standardisé que les fictions occidentales populaires. Et en même temps, bon, c'est une vieille critique depuis le 19e siècle à la littérature populaire et plus tard à la bande Hmm. dessinée. Et bon, ça n'a jamais empêché en fait des gens de créer des œuvres assez atypiques à l'intérieur de certains modèles convenus. Mais pour un type de fan qui existe, qui aime des formats plus standardisés, peut-être que c'est déjà des mangas qui passent un peu plus sous le radar par rapport à des macro-machines de franchise, etc., Ouais. etc. Bon, en tout cas, pour ne pas oublier ce manga et pour évoquer pas mal de questions, vous avez eu l'occasion d'écrire en 2019 dans la revue Capture un article, donc à propos de Parasite, et qui s'appelle «Du devenir parasite, le corps manga entre post-humanité et horreur corporelle». Alors là,
ça a été la rencontre de votre spécialité avec le manga Parasite, puisque dedans, vous questionnez, vous interrogez le rapport au corps dans le manga Parasite, et aussi vous introduisez une notion qui va sûrement définir l'entièreté de cet épisode et qui est parfait pour les amateurs d'Halloween. Vous introduisez le terme de body horror. Alors, avant qu'on rentre en profondeur dans l'analyse de ce manga, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est le body horror? Oui, c'est un terme qui apparaît dans les années 80. Alors maintenant, il est beaucoup plus galvaudé parce que bon, il y a eu une grande postérité du body horror notamment dans l'horreur des années 2020. Puis on est à fond là-dedans. De Substance, etc. Body Mhm. horror, c'est une expression. J'ai cherché l'origine de cette expression parce que ça m'intéressait dans d'autres articles. C'est Brophy qui, je crois, est le premier. C'est toujours difficile à dire les premiers, tout ça, parce que bon. Mais bon, je pense que c'est son article, en fait. C'est le premier qui est important réellement, qui essayait dans les années 80, au début des années 80, il essayait de mettre le doigt sur un nouveau courant du cinéma d'horreur et donc qui était une horreur très viscérale, qui n'était pas juste du gore. Et ça, je pense Mhm. que c'est important parce que bon, le gore, évidemment, on le sait, commence enfin au cinéma parce qu'il y a le gore Grand Guignol avec justement le théâtre du Grand Guignol français de la fin du Ouais. 19e siècle. Mais donc le gore, ça a été plus donc au cinéma, c'est Gordon Lewis, Bloodfest, 2000 Maniacs, etc. Mhm. Et donc, bon, il y avait déjà depuis les années 60 une sorte de sous-courant du cinéma exploitation qui était le cinéma gore, introduit par les spécialistes plutôt du cinéma softcore qui sont D'accord. passés, donc, Lewis l'a dit dans plusieurs entretiens. Donc, l'idée, c'était avec le producteur, Friedman, si je me souviens, c'était l'idée de dire, bon, on a fait la transgression des codes du code de la censure Hayes du côté du sexe, on va voir qu'est-ce que ça donne du côté de la violence. Et donc, il y Mhm. avait le gore. Mais Brophy, donc, dans un texte qui s'intitule Horality, the Textuality of the Contemporary Horror Film de 83, s'intéresse à une sorte de sous-genre émergent à l'époque qui est centré sur une vision du corps comme étant essentiellement donc grotesque, macabre, la fusion du grotesque Mhm. et du macabre. Et donc, ça a à voir avec certains films gore, mais c'est surtout, et c'est ça qui l'a intéressé, dans des films qui s'intéressent à des métamorphoses monstrueuses du type The Thing, le Ouais. remake de De Carpenter. Carpenter. Il Mhm. s'intéresse aussi à, si je me souviens, il y avait aussi Alien de Ridley Scott, avec Mhm. notamment le Chestbuster. Et il y avait Cronenberg, évidemment. La mouche. The Fly. Ouais, et puis les Cronenberg des mutations monstrueuses, Ouais. etc. Donc, l'idée, c'était pas juste le gore, des mutilations, décapitations, supplices, etc. C'était l'idée d'une horreur essentiellement centrée sur le corps et, euh, et une vision du corps monstrueuse et horrifique où l'intérieur et l'extérieur se, se, se mélangent, Mhm. les corps explosent, les corps se putréfient, se liquidifient, etc. Donc les frontières du corps humain se,
se brise, se brouille, Ouais. etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est 83. Et évidemment, le manga n'a pas attendu l'article ni le cinéma. Donc, c'est toujours, les critiques viennent toujours a posteriori. Brophy est en train d'essayer de cerner quelque chose de nouveau qui est en train de se passer du côté de l'oralité, tel Mhm. qu'il dit. Et donc, les mangas étaient déjà à fond là-dedans depuis Belle Lurette. Des œuvres comme Devilman des années 70, de la tradition du héros Gorou, tout ça, très Bien sûr. ancienne déjà. Euh, et puis même les shungas et les gravures du 18e, 17e siècle étaient déjà très intéressés, enfin très axés sur ces représentations. Donc il y avait une grande Mhm. tradition déjà japonaise de ça, mais en même temps, les films qu'évoque Brophy sont aussi des films qui ont marqué donc non seulement la culture nord-américaine, mais on est déjà largement dans une globalisation au début des années Mhm. 80 et notamment du côté de l'audiovisuel et donc que ce soit Alien, The Thing, etc. C'est des films qui ont un grand impact et les mangaka sont très marqués par les productions cinématographiques Ouais. des années 80. Ils sont très réactifs à toutes ces évolutions et Mhm. Ouais. qu'ils comprennent très bien et qu'ils incorporent très vite aussi dans leur travail. Justement, je pense que parce que ça correspondait tout à fait aussi avec des traditions qui étaient vraiment nippones. Donc, je pense qu'on est à la Mhm. fois dans quelque chose qui est du côté euh, transculturel, Ouais. la transmigration des codes, notamment de la SF et de l'horreur qui se globalise, mais Mhm. à la fois avec une réception très locale et d'une tradition très riche autochtone euh, de, des Japonais. Donc, je pense que le body horror à l'occidental va trouver un écho, une Mhm. prolongation, une mutation, une transformation majeure du côté du manga. Et, Ouais. euh, et donc, il va y avoir des chefs-d'œuvre, dont quelques Ouais. années plus tard, donc 88, si je ne me trompe, C'est ça, exactement. donc le début de Parasite, où d'ailleurs il y a des nombreuses références à notamment The Thing, donc une iconographie très évidente du côté à la fois de l'hommage et à la fois de l'approfondissement. Je trouve que ce qui est très intéressant dans Parasite, mais aussi souvent dans les mangas, c'est qu'évidemment, on est dans un format complètement différent de celui du film. Mhm. On est dans un format sériel, on est dans un format Ouais. de très longue haleine, et puis on a toujours, c'est toujours une des choses qui a frappé dans les mangas, c'est ces histoires qui se prolongent de Sur manière, plusieurs tomes, sur sur voire des plusieurs dizaines tomes, de de tomes. manière très détaillée, où il y a des arcs narratifs très Mhm. complexes et qui permettent donc un autre souffle, un autre élan. Et C'est vrai oui. que maintenant, on s'est réhabitué beaucoup au format sériel. Euh, donc, on parle toujours de la différence entre les séries autoconclusives, donc avec des épisodes qui se finissent et qui se répètent, etc., et les séries plus cycliques, comme dit Anne Besson. Et c'est vrai que là où on est plus du côté de Zola, les Mhm. Rougon-Macquart, etc., le manga, il est là-dedans. Et puis maintenant, on s'est habitué avec la quality Oui. TV depuis les années 90. Euh, le, on s'est habitué à ces formats-là. Mais pendant longtemps, c'était une des originalités du manga par opposition au Mhm. format du comic book qui était plus un nord-américain, qui était plus des histoires qui se finissaient et qui recommençaient, etc., sauf exception, Bien sûr. ou Ouais. la BD franco-belge, où on pouvait aussi avoir des séries qui pouvaient s'étaler un peu dans le temps, mais bon, effectivement, le côté euh, massif des récits du manga sur des centaines et des centaines de pages, bah
ça marquait un changement narratologique. Et dans le cas du body horror, ça a invité un approfondissement réel parce que contrairement au money shot, si on peut dire, du body horror au cinéma, où on a quelques séquences graphiques extrêmement fortes et tout ça, dans le manga, ça se démultiplie pratiquement à l'infini. Donc, il faut faire preuve d'une grande inventivité, à la fois du côté du body horror comme tel, mais aussi de l'approfondissement dans la mythologie, si l'on veut, que l'on développe dans le lore. Et Parasite est vraiment très marquant à ce niveau-là. Le lore, il est vraiment très intéressant. Les, le sens des mutations, les sens, donc dans un sens très polysémique, du body horror est clairement complexifié. On n'est plus seulement du côté de l'abjection, on est vraiment dans beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé en y travaillant, parce que plus on approfondissait, plus on découvrait des choses. Et ça, c'est toujours un défi, un plaisir, évidemment. Très bien. Alors, on a parlé de l'importance des films, aussi la réception occidentale. Et effectivement, la manière dont, justement, le Parasite va au-delà du simple body horror pour avoir une approche post-humaniste. Tout ça, on va en parler durant l'heure qui va venir. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre article, c'est que justement, vous ne parlez pas tant du body horror en tant que genre, mais vous faites un focus sur le corps manga. Comme vous le citez, il y a Philip Brophy, qui donc a étudié en partie l'animé, le manga. Et ce qui est intéressant avec le corps manga, c'est que, je vous cite, celui-ci constitue une nouvelle espèce qui déborde sans cesse les limites de nos catégories de représentation anthropomorphique. Cette corporéité redéfinie au-delà de l'humain se prolonge thématiquement dans une comédie post-humaine. Alors, déjà, est-ce que vous souhaitez un peu approfondir cette idée du corps manga? Et aussi, qu'est-ce que vous entendez par post-humain? Bon, le post-humain, c'est une grande, c'est une grande question. C'est tout un courant, toute une série de réflexions sur euh, l'imaginaire du dépassement de l'humain. Il y a toute la question entre post-humain et transhumanisme, enfin post-humanisme, transhumanisme, etc., etc. La définition de Wolff, c'est un moment historique dans lequel le décentrement de l'humain par son imbrication dans des réseaux technologiques, médicaux, informatiques, économiques, euh, installe la nécessité de nouveaux paradigmes théoriques. Je cite donc un nouveau mode de pensée qui vient après les répressions culturelles et les fantasmes, les protocoles et les évasions philosophiques de l'humanisme en tant que phénomène spécifiquement historique. Bon, ça, c'était la définition de Wolff que j'utilisais. Elle a le mérite d'être claire. Après, bon, on pourrait débattre pendant des heures sur cette question du post-humanisme. mais bon, pour moi, c'est un peu ça, le fait que... Alors moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que le tournant post-humain, donc défini par Gary Wolf et d'autres, évidemment, il est très important dans la science-fiction occidentale, mais il me semble que ceux qui sont allés plus loin dans l'imaginaire du post-humain, ce sont les Japonais, puis concrètement les, euh, les illustrateurs et les animateurs. Et là, l'idée donc du corps manga et du corps animé, elle est intéressante. Ça rejoint la différence du médium entre la bande dessinée et le cinéma. C'est que, ou l'animation et le live action et le cinéma en prise de vue réelle, c'est que évidemment, on est dans quelque chose qui est du domaine de la raison graphique, qui est du domaine
de la démultiplication de possibilités graphiques de transformer le corps. Ce qui, au cinéma, se traduit par des effets spéciaux, donc surtout avant l'explosion du CGI, ça se traduisait par les practical effects, qui sont restés en grande partie les mêmes entre les débuts du cinéma, marqués par l'illusionnisme des magiciens fin de siècle et tout ça, jusqu'aux années, justement, années 80, où il y a toute une nouvelle génération de special effects, de techniciens, qui sont devenus des gourous de l'horreur et de la science-fiction et de la fantasy, et qui travaillent avec des nouveaux matériels. Ça, il faut aussi bien le dire. C'est que oui, il y a eu des génies à la Tom Savini, etc. Enfin, tous ceux qui ont travaillé sur Alien, qui ont travaillé sur The Thing, qui ont travaillé sur The Fly, qui ont travaillé sur tous ces films-là iconiques, Poltergeist et autres. Mais ils étaient des génies qui travaillaient avec des matériaux qui étaient en train de changer énormément par rapport à leurs prédécesseurs, qu'ils vénéraient par ailleurs et qu'ils respectaient. Mais en manga ou en animé, les possibilités pendant toutes ces décennies-là étaient beaucoup plus riches. Et notamment, ce qu'évoque Brophy dans le corps animé et par extension, on peut l'appliquer au corps manga, c'est que ça n'a jamais été, et c'est le côté un peu qui des fois déboussole les amateurs de BD plus franco-belges ou de comic book, c'est que effectivement dans le manga très vite se sont installées des conventions corporelles qui sont un peu étonnantes. Bon, c'est ce que tout le monde connaît, donc les visages très infantilisés, les gros yeux exorbités, des choses qui venaient plutôt du monde du cartoon, qui sont plus du côté de l'influence des funnies, donc comme on les appelait, les comic strips des années 20-30, la tradition même Disney chez Tezuka. Et donc, comme ça avait été complètement incorporé, mais d'une manière très étrange, dans un cadre par ailleurs parfaitement réaliste, voire hyper réaliste. Donc, ce contraste entre des conventions graphiques incontestées et incontestables et le traitement par ailleurs extrêmement réaliste dans la grande tradition des illustrations japonaises bien avant le manga, mais aussi les netsuke ou des arts plastiques en général, donc avec un réalisme très 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 fin. Donc déjà, c'était quelque chose d'étrange sur lequel insiste Brophy, parce qu'on est tout de suite déjà dans quelque chose qui fusionne, et c'est là où on est dans quelque chose qui est du côté presque de la mutation. Ce sont des corps mutants, parce que on n'est jamais dans un code de représentation distinct entre cartoon enfin caricature si on veut, et réalisme. Donc c'est déjà le genre au complet, même quand on n'est pas dans le fantastique, il y a quelque chose de fantastique dans ces corps-là. Et ça ouvre la porte dès le moment qu'on est déjà en train de brouiller les limites et les cartes entre la représentation réaliste anatomique et les anatomies fantaisistes. Déjà, ça ouvre la porte à des dissociations, à des métamorphoses. Et très vite, le manga s'est intéressé à des figures, que ce soit un peu post-humains, du type Astro Boy, que ce soit plutôt BD d'horreur, ça existe déjà depuis les années 60, etc. Et effectivement, c'est dans cette continuité que le Parasite s'inscrit. Oui, c'est ça. Non, tout à fait. Puis c'est une sorte de tradition, là aussi, défamiliarisante pour les Occidentaux. Totalement. Et on le voit donc effectivement dans Parasite, où dès les premières scènes, on a cette scène qui est très connue, sans même avoir vu forcément l'animé ou lu le manga, où dès le départ, une femme s'approche de son mari qui vient de se faire contaminer.
Celui-ci donc n'est plus son mari, hein, c'est un corps totalement symbiotique. Et comme vous l'évoquez, le corps manga est limite une parodie de lui-même, puisque à la place de la tête de l'homme, c'est un monstre tentaculaire qui apparaît et qui se jette sur le corps de la femme. Ce côté très sanguinolent, très désarticulé, c'est aussi un élément assez important de ce que j'ai compris du body horror, où on met en avant, comme vous l'avez dit, le dedans dans le dehors et le dehors dans le dedans, avec, pour le coup, là, je vous cite à nouveau, des festins cannibales qui amènent au motif purificateur de la décapitation. Oui, c'est un des motifs dans Parasite, mais aussi dans une longue tradition. J'avais consacré ma thèse à l'époque à cette question de la décapitation, justement, et des représentations diverses et variées. Euh, Toujours l'idée qu'on retrouve dans l'imaginaire vampirique, etc., de l'idée de la décapitation comme rituel ultime euh, de, d'extermination du monstre, aussi de très longue tradition hein, qui remonte aux chasseurs de tête. C'est cette longue tradition de l'incorporation de la force vitale de l'ennemi par décapitation, etc. Donc, toujours l'idée qu'on va retrouver aussi chez les zombies, il faut leur viser à la tête Bien sûr. et tout ça. Donc, c'est un grand motif, là aussi transculturel. Euh, et, euh, et donc, dans Parasite, c'est qu'il y a un mélange de différents niveaux d'horreur corporelle. Il y a évidemment celui de l'invasion du corps humain par un parasite, et c'est là où on est dans quelque chose qui est de l'horreur darwinienne, et donc toutes les formes monstrueuses que ça prend, le fait d'avoir une entité dont on ne sait pas d'ailleurs, on ne saura jamais si c'est une origine extraterrestre Et oui, ou oui, autre, oui. mais en tout cas quelque chose qui est clairement du domaine de l'inhumain et aussi de l'informe, et qui prend forme et qui se substitue à la forme humaine, puis qui peut à n'importe quel moment défaire l'humain, défaire la forme humaine. Donc il y a ça. Il y a l'horreur de l'ingestion, donc de cannibale, donc de la dévoration. Il y a l'horreur des mutilations, puisque souvent c'est aussi des combats épiques, notamment entre le héros symbiotique euh, et les autres parasites. Et, euh, et puis, il y a des côtés aussi, mais quand même pas si appuyés, de ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mangas, qui est le body horror plus sexuel. Oui. Ici, on n'est pas du tout dans le domaine du hentai, on n'est pas, c'est une série qui fait des allusions sexuelles, puis qui surtout déplace le sexuel. Ça, c'est intéressant parce que tout ce qui est sexuel est sans cesse déplacé. C'est le cas du body horror en général aussi, chez Cronenberg notamment, mais, Ouais. mais dans Parasite, c'est très intéressant puisque la question de la reproduction est essentielle. Du coup, on est dans une sorte d'au-delà du sexuel, dans le sens que ce type de reproduction ne passe pas par la sexualité humaine au sens Ouais. de l'anthropomorphisme. On est donc dans une forme complètement autre. Et puis, il y a tous les déplacements un peu freudiens, lacaniens, etc., qu'on trouve Oui. dans toutes ces productions-là. Bon, le fait que ce soit la main, évidemment, qui est occupée, ça prête à l'intérieur même hein, de la bande dessinée à toutes sortes de blagues graveleuses sur la masturbation. Puis bon, c'est un des thèmes un peu implicites dans la tradition fantastique des mains fantastiques, les mains hantées.
qu'on retrouve chez Maupassant, Maurice Renard, Les Mains d'Orlac, etc., etc., et qui ici sont révisités de manière aussi très originale. Effectivement, et de ce que je vois, vous dans les fiches que j'ai pu, préparer, vous mentionnez carrément un sous-genre du body horror qui est le eroguro, pour érotisme et gore. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est vous venez de le citer, à la fois il y a la main qui peut littéralement se transformer en appendice, masculin si on peut dire et à la fois la dichotomie entre, la dualité entre d'un côté des attributs qui pourraient être vus comme virils et en même temps un mélange assez fluide qui pourrait rappeler, on va dire, la féminité. Et donc vous êtes même amené à dire que ça rappelle une métaphysique corporelle du fascisme. Oui, là, il y a différentes choses. Donc, l'éroguru, c'est une tradition beaucoup plus ancienne. C'est l'érotisme grotesque. C'est une des bases donc de la culture pop moderne japonaise. Là encore, c'était un peu il y avait un côté transculturel parce que il y avait toute l'influence du décadentisme fin de siècle, notamment français. Mhm. Donc, avec d'ailleurs son orientalisme du type Le Jardin des Supplices de Octave Mirbeau, Ouais. qui est un texte très fondateur et qui a été c'est un texte orientaliste français qui est repris, qui a une influence sur euh, Edogawa Rampo, qui d'ailleurs prend son pseudonyme en hommage à Edgar Allan Poe. Donc, on est vraiment dans le moment où Et oui. le Japon s'occidentalise à fond et même ça crée un traumatisme, un premier traumatisme à l'intérieur de la culture japonaise. Et le Hiroguru, c'est justement quelque chose qui est représenté comme quelque chose qui vient de l'étranger, mais qui en même temps rejoint des traditions très anciennes d'érotisme grotesque dans la culture japonaise. Mhm. Du côté des yokai, mais aussi du côté des, euh, des traditions spectrales, érotiques, etc., etc. Donc là encore, un dialogue donc, Ouais. intéressant. Et cette tradition très transgressive, elle va être poursuivie par le fascisme japonais, comme c'est le cas du décadentisme et les fascismes européens, qui à la fois s'en inspirent, hein, il faut bien le dire, Mhm. et à la fois le repoussent. Donc, ce qui est toujours le propre un peu des relations un peu d'abjection, justement, de fascination et de dégoût. Mhm. Euh, ce qui est intéressant avec la tradition du corps euh, dans le manga et l'animé, c'est que le corps armure. Donc ça, c'est par rapport à la Mhm. tradition du corps armure. Donc on trouve dans le mecha, mais qu'on trouve au fond, que l'on Oui. trouve souvent décliné parce que Parasite fonctionne à la manière d'une sorte de méca, c'est-à-dire que Et oui. c'est le corps humain qui devient l'armure et inversement, c'est le parasite qui est l'armure. Puisque Mhm. c'est lui qui peut se transformer en arme létale, etc. Mais toujours l'idée qu'il y a une symbiose. Donc, dans le méca, c'est une symbiose biomécanique. Et Ouais. dans les mangas qui vont plus du côté de la possession, du côté des créatures démoniaques du type Devilman, etc., Mhm. bah là, on est plus dans une fusion entre l'humain et l'inhumain au sens plus large. Mais ce qui m'intéressait dans la tradition du corps armure, c'est que, bon, elle est très, très présente, le corps comme arme est très, très Ouais. présent. Alors, à la fois, évidemment, ça vient, y a tout l'imaginaire de toute la tradition du guerrier japonais et son armure, donc du samouraï. Il y a toute la tradition des forces vitales qu'on trouve dans le shintoïsme, etc. Ouais. L'idée que le corps peut se transformer donc en arme, mais
ce que j'ai trouvé dans l'omniprésence de ce thème-là, c'est que il faut bien comprendre qu'au Japon, il n'y a pas eu l'équivalent d'une dénazification. Il n'y a pas eu une épuration. Il y a eu l'abdication de l'empereur et le passage à quelque chose qui a été perçu comme étant assez traumatique aussi, qui a été donc la défaite d'un côté militaire, mais aussi l'occupation américaine. Donc il y a comme un traumatisme historique multiple qui est à la fois du côté du passé enfoui, comme dans tous les pays qui ont été soumis au totalitarisme fasciste. Donc il y a ce passé qui ne passe pas, pour reprendre la célèbre expression sur Vichy. Il y a le fait que c'est un peu un impensé au Japon, puisqu'il n'y a pas eu de vrai travail dans l'immédiat après-guerre de désignation des responsables et puis d'établir un peu les faits et situer le passé. Donc, une sorte de refoulé vraiment qui s'ajoute au traumatisme en général de la défaite. On a toujours beaucoup parlé sur, évidemment, l'influence traumatisante de la bombe atomique dans cette défaite. Et donc, bon, tout le côté post-apocalyptique très, très présent dans la culture pop japonaise. Mais je pense que des fois, ça a fait à écran le fait qu'on a tellement insisté sur cet aspect-là qui est très visible, qui est très évident, qui est très explosif littéralement, a fait un peu écran sur le contexte plus global et ample de ce traumatisme majeur qui va des années 30 jusqu'aux années 50 et qui marque de manière totale et irréversible la naissance de la culture pop japonaise moderne et l'explosion du manga et tout ça. Donc, il faut comprendre que ces figures-là, qui reviennent de manière inlassable sous différentes formes, elles nous parlent aussi de la difficulté de vivre. Et à un moment donné, je sais plus, je pense que je cite, mais je sais plus l'auteur, mais qui disait que la difficulté au Japon du passé, du présent et du futur. Donc le malaise, un malaise réellement par rapport à tout ça. Et c'est vrai que bon, le malaise, la psychopathologie sont très présents dans toute cette production. C'est ce qui lui donne sa force aussi très cathartique, je pense. Et c'est ce qui a assuré aussi le rôle tout à fait singulier du manga dans la culture japonaise. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le comparer en des termes de volume, mais aussi de présence culturelle à la BD ailleurs. Bien sûr, c'est vraiment un média roi qui, malgré toute la popularité que la BD a pu avoir dans le monde franco-belge ou aux États-Unis, le manga reste vraiment un phénomène de société tout à fait singulier. Et puis je pense que c'est en grande partie parce que ça a été le médium par excellence de cette catharsis. Enfin, c'est mon interprétation. Comme je dis, je ne suis pas non plus spécialiste, puis peut-être qu'un Japonais dirait, mais il dit n'importe quoi. Mais bon, vu de l'extérieur, c'est un peu l'impression que ça donne, que ça nous parle d'un malaise quand même assez profond sur plein de domaines. Et dans le corps, c'est très présent parce que c'est toute l'ambiguïté. Hein, je veux dire, le fascisme s'est emparé de la tradition du guerrier, du samouraï, etc. Et l'a emmené, l'a médiatisé, l'a reconfiguré à l'aune du corps fasciste, machine. Donc, et du corps machine fasciste. Donc, il y a déjà quelque chose qui
qui est complexe aussi dans le rapport que l'on peut avoir après le passage par le corps fasciste au retour au corps guerrier. Donc déjà, il y a ça qui est très complexe. Je pense que le sens traditionnel, ce qu'était le Bushido, etc., ont été totalement transformés. C'est un peu le même, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on voit, le traumatisme allemand par rapport à la culture allemande, c'est-à-dire tout ce que les nazis ont fait avec la culture allemande précédente, quoi en faire après les nazis. C'est ça le problème. Comment donc tout le rapport au romantisme allemand, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, les productions, les œuvres, Fassbinder, etc. Donc je pense qu'au Japon, cet aspect-là n'est pas toujours parlé non plus de ce que j'ai vu, mais pour moi, ça fait partie d'un retour du refoulé politique qui est somatisé, et c'est là où je m'appuie sur les thèses de Tevelight sur le fascisme corporel, dans un livre assez intéressant, assez atypique, Male Fantasies. Enfin, en traduction anglaise, ça a été traduit en français par un terme très étrange, en jouant sur le mâle du masculin. D'accord. Mais Tevelight, lui, il s'est intéressé, donc il a travaillé sur les correspondances des Freikorps, qui sont un peu le point de transition donc entre la Première Guerre mondiale et les paramilitaires nazis. Donc en travaillant sur leurs correspondances, sur leurs journaux et tout ça, sur ces archives, il s'est intéressé à l'imaginaire de ces jeunes, et donc avec cette obsession du corps, armure et tout ça. Donc moi, ça me semblait quelque chose d'intéressant par rapport à cette obsession. Donc en général. Et puis dans Parasite, le fait que, comme je dis, on est toujours quelque part dans une déclinaison de ces formes, là. Et ce qu'on voit tout le temps, c'est des sortes de signifiants mobiles par rapport à un signifié qui reste souvent essentiellement le même type de enjeu, que ce soit du domaine de la métamorphose, que ce soit du domaine de la possession, mais souvent on a cette idée de deux entités qui doivent cohabiter dans une sorte de super machine de guerre, parce que Bien finalement, sûr. les parasites sont ça aussi. Donc voilà la connexion, si on veut. C'est pas pour tomber dans la facilité des critiques politiques qu'on fait souvent de la culture populaire. C'est plus pour essayer de comprendre la prégnance au Japon de ces figures, de ces genres, qui justement, d'un point de vue un peu extérieur, nous semblent frappants, parce que eux, ils sont tellement dedans que c'est leur grand genre, hein, c'est leur tradition et tout ça. Mais vu de l'extérieur, c'est des choses qui sont frappantes. C'est de se dire, mais pourquoi cette obsession tellement réitérée, constante de ces super machines de guerre en lutte constante, etc. Donc bon, en Occident, on a tout le panthéon des super-héros et puis toute la cosmogonie donc épique, etc. Là-bas, ça se traduit différemment. D'ailleurs, Tevelight fait des liens intéressants aussi entre le corps fasciste et le corps super-héroïque. Mais bon, c'est une autre question. Dont on pourrait parler pendant de nombreuses Oui, non, heures. tout ça, c'est des questions énormes. La culture pop, c'est un rabbit hole infini, c'est clair. Ah ben, en tout cas, c'est passionnant de pouvoir en discuter avec vous. D'autant plus que vous le dites, là, ce qui est intéressant, et c'est l'occasion aussi de rentrer plus en profondeur dans le manga Parasite. Vous le dites, il y a toute une fascination, on va dire, du corps machine de manière générale, mais Parasite, dès les années 80, va être assez moderne quant à son analyse, puisque, pour rappel, nous avons différents intervenants dans cette histoire.
forcément le personnage principal, c'est Shinichi. On va avoir Migi, sa main, tous les deux vont donc devoir cohabiter, comme on l'a dit. Et d'un côté, on va avoir un peu une sorte de... Je sais pas si le terme antagoniste est le bon, parce que au final, est-ce que c'est un méchant ou juste un enfant? Je ne sais pas, mais on a Goto, qui sera un peu le final boss de cette histoire, qui lui représente un peu la perfection de l'idéal fasciste en n'étant qu'une machine de guerre qui pourrait être vue, voire très pragmatique, qui n'est là que pour survivre et extrêmement individualiste. Et de l'autre, on va avoir d'autres parasites qui vont décider d'embrasser un côté plus humain, on va dire, de se fondre dans la masse. Et moi, de ce que j'ai vu de cette lecture, c'est que à la fois, il y a une opposition avec l'idéal darwiniste très nietzschéen, on va dire, dans son individualisme et dans sa recherche du surhomme. Et de l'autre, ce que vous avez en conclusion, si je puis dire, c'est que, eh bien, on va avoir Shinichi, on va avoir Migi qui vont affronter cet idéal et qui vont prouver que, au final, l'avenir de l'humanité, ce n'est pas dans la perfection du corps, c'est pas dans le cyberpunk, mais c'est dans son acceptation de l'humanité, avec un élément hyper important qui est le fait de pleurer. Oui, c'est intéressant dans Parasite, c'est que, comme je disais, on approfondit. Dans le manga, on approfondit les tensions, les contradictions, les niveaux de sens. Dans Parasite, il y a plusieurs choses qui se superposent à cette violence corporelle. Constamment, c'est la question du darwinisme social, qui avait d'ailleurs été très important dans l'imaginaire, dans l'origine de l'imaginaire fasciste. L'idée du darwinisme social, donc, surtout dans ces versions vulgarisées de survival of the fittest, la survie du plus apte, etc., qui est ici décentré, parce que la grande question dans Parasite, c'est ce qui ouvre Parasite d'ailleurs, le texte, une sorte de voix off d'un narrateur dont on ne sait pas exactement de qui il s'agit. On comprendra à la fin de manière un peu circulaire, mais l'idée que l'humanité est un parasite, que l'humain est un parasite, et que c'est un parasite destructeur, essentiellement destructeur de son habitat et de son hôte, qu'est la planète, et que les monstres, c'est nous. Donc ça, c'est une longue tradition dans l'imaginaire du monstre moderne, Frankenstein, etc. Mais cette idée que le véritable monstre, il n'est pas celui que l'on croit, c'est l'humain. Donc ça rejoint la deep ecology, ça rejoint ce que Bruckner dénonçait dans son livre Les fanatiques de l'apocalypse. Donc cette vision euh, très très manichéenne, un peu gnostique d'ailleurs, néognostique, qui fait de l'humain un monstre parasitaire dont la planète devra se protéger et se débarrasser. D'où le fait qu'on ne saura pas, de manière délibérée, on ne saura pas si les parasites viennent de l'espace. Ils viennent du ciel, et donc c'est clair qu'il y a l'hommage au cinéma de science-fiction, d'extraterrestres, invasion extraterrestre, notamment le remake, qui est aussi un des films cités par Brophy dans Body Horror, c'est l'invasion des profanateurs. De Sépulture. Dans le remake de Kaufman des années 70, qui commence comme ça. Donc, au début, on ne sait pas si ça vient si c'est une invasion extraterrestre ou si c'est quelque chose d'autre. Et plus les choses se complexifient et plus on se dit que ces parasites sont peut-être une réaction de la planète elle-même ou autre. Alors, au début, c'est ça, le premier niveau qui fait que, finalement, il y a tout un aspect presque voltairien, on pourrait dire, dans Parasite, où il va falloir apprendre que l'humain, donc le héros,
apprennent donc cette leçon d'humilité, de décentrement de l'anthropocène et de l'anthropomorphisme, et qu'il retrouve son rang à l'intérieur d'un cosmos vivant, si on veut, et à l'intérieur du vivant en général. Et donc, ça va être un des niveaux de sens, c'est-à-dire que ce qui est présenté comme quelque chose d'horrifique, de monstrueux, etc., Migi dit souvent, au fond, ce que vous faites avec les animaux et tout ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, et donc bon, là c'est la critique antispéciste, donc l'idée que le fait de se nourrir, c'est évidemment une violence aux autres espèces. Et donc, l'espèce monstrueuse des parasites est un miroir monstrueux, grotesque, de la monstruosité grotesque de l'humain, dont l'humain n'est pas conscient. Donc, le manga joue beaucoup sur ça. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est là où on retrouve une tradition humaniste, qu'on peut dire humaniste, dans le Japon moderne, c'est qu'au fond, il y a le shintoïsme quand même, cet animisme qui fait qu'on est dans un univers extrêmement différent de la tradition judéo-chrétienne, de la création divine et de la séparation entre l'humain et l'animal et le monde créé. Là, on est vraiment dans quelque chose où tout a une âme. Et donc, cet animisme shintoïste, ce qui fait que, à la fois, le monde de biomécanique est extrêmement complexe, puisque les machines elles-mêmes sont douées d'âme, donc Ghost in the Shell, etc., mais aussi le fait que, justement, on est dans un univers d'esprits, de démons, etc. Et ce n'est pas les démons de la tradition judéo-chrétienne, c'est des démons au sens beaucoup plus animiste aussi. Donc, les parasites entrent dans cette sorte de vertige shintoïste qui fait que ce sont des forces de vie au même titre que l'humain et que les forces qui traversent l'humain. Donc, pas seulement... Donc là, il y a toute la question, le corps, les organes, le corps sans organes, etc. Donc, le décentrement dans Parasite vient du fait qu'on est confronté à quelque chose de monstrueux, mais qui nous renvoie à notre monstruosité, et qu'il va falloir apprendre, et c'est ça toute l'histoire, le côté Bildungsroman, coming of age de Parasite, c'est que finalement, c'est une belle histoire d'amitié, le terme est employé à plusieurs reprises, où le parasite devient une sorte de double, de doppelganger de l'hôte, et inversement. Donc, il y a un double processus de humanisation de l'inhumain et de déshumanisation de l'humain ou de décentrement de l'humain. Et c'est vraiment cette idée d'équilibre, non, qui est très importante dans toute cette idée orientale du vivant, etc. C'est un équilibre plus complexe entre ces forces-là. Donc, on dépasse la tentation du manichéisme, et ce qui fait que, du coup, les parasites, ils deviennent intéressants parce que il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des parasites qui s'humanisent puis qui ne veulent plus se nourrir par la violence. Et qui même se transforme, en tout cas je pense à un personnage, qui devient le professeur, donc celui qui transmet la connaissance à des humains. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans ce jeu et dans cette ambivalence constante entre les parasites et les humains. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense que la réception occidentale qui a été très marquée par le côté spectaculaire de la violence n'a pas... à essayer de comprendre c'est quoi les multiples sens de ces violences. Et je pense que c'est ce que les amateurs en général ont quand même compris,
que c'était pas juste, il n'y avait pas juste le niveau gore, donc sorte de jouissance gore ado de tout ce qui est transgresseur, etc. Bien Mais sûr. qu'il y avait quelque chose d'autre, de plus profond. Et ça se sent très clairement dans Parasite, c'est que je ne pense pas qu'on puisse utiliser l'expression galvaudée de violence gratuite. Je Hmm. pense que c'est sûr que c'est des univers extrêmement violents de manière totalement assumée, mais la violence est un peu la grammaire ou la rhétorique à Oui. travers laquelle on cherche à explorer autre chose. Et c'est pour ça qu'on peut lire Parasite vraiment à différents niveaux et qu'on peut tirer différents niveaux de plaisir aussi et d'intérêt du point de vue de l'intérêt romanesque et de la construction du lecteur. Hmm. Donc, le niveau constant d'évolution et de réflexion Ouais. et de manière assumée dans les dialogues, mais aussi de manière implicite dans l'imaginaire, est très présent. Très bien, très très bien. On arrive petit à petit à la fin de l'épisode déjà. Merci beaucoup pour toutes vos explications qui sont extrêmement passionnantes à écouter. J'avais une question, c'est vrai qu'on l'a cité tout au long de l'épisode, le manga a une certaine passion à faire référence à des films. Le body horror, c'est quelque chose qui a constitué pas mal, euh, pas mal de scénarios. En tout cas, ça a été la raison de pas mal de scénarios de films. On l'a évoqué, les Body Snatchers, il va y avoir Je suis une légende aussi, et plein d'autres. Est-ce que vous avez des références, peut-être même des mangas, des œuvres annexes pour découvrir le genre du body horror, des sortes d'introductions? Je pense que c'est tout ce qui, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans toutes les œuvres qui ont eu le, le malheur, bonheur d'être honnies parce que considérées trop violentes. Je pense qu'en général, quand on parle de ultra-violence dans le manga, c'est parce qu'on retrouve souvent des formes héritières du Heroguru et du body horror. Il y a évidemment tout ce qui a trait spécifiquement à l'horreur. Hein, donc, Hmm, Ito, Uzumaki, Tomie, des bien œuvres sûr. comme Dead Man Wonderland, etc., Mhm. etc. Il y a des formes plus extrêmes dans ce qu'on appelle le gore, le porno gore, mais bon, ça c'est carrément dans le hentai. Mais sinon, je pense que dans la tradition mainstream, beaucoup d'œuvres reprennent des éléments, que ce soit Death Note, Hellsing, même Berserk, Gantz, enfin, sous différentes formes, Hmm. on retrouve différents dosages, mais ces traditions. Moi, je pense que Parasite, je la situe plus dans cette tradition de manga commencé par Devilman. Ouais. On est plus dans le côté, on est plus proche de ces intrigues où il y a des créatures, euh, des sortes de démons des enfers bouddhistes qui sont révisités, etc., etc. Du Hmm. côté des extraterrestres et aussi. Mais comme je dis, moi, ce qui m'avait frappé quand même, et c'est là où Parasite est quand même original, c'est que, à ma connaissance, c'est quand même, il a beaucoup poussé la polysémie du body horror, Hmm. justement en l'introduisant dans un cadre beaucoup plus ample qui est la question des espèces, la question de la survie des espèces, la question du rapport Ouais. des humains avec l'environnement, la planète, l'anthropocène, etc. Question qui n'est pas résolue à la fin Bien à la sûr. fin du manga non plus. Et la symbiose elle-même, on reste dans quelque chose d'un peu indéterminé parce qu'évidemment, ça nous renvoie
à notre propre condition et à notre propre rapport réel, disons, à ces questions-là. Qu'allons-nous faire donc Hmm. en tant qu'humains par rapport à ce qui n'est pas humain, à la fois pour préserver ce qui est réellement humain, et c'est là où tu parlais de l'importance donc du fait de pleurer, c'est assez particulier, c'est pas le seul manga, mais l'empathie, réellement Oui. l'empathie et la souffrance, l'empathie dans la souffrance est quelque Hmm. chose de très présent. Le côté sacrificiel qui est très très présent Oui. dans la culture japonaise aussi, qui est à la fois, je pense, très religieux, qui est à la fois quelque chose qui a à voir avec le code de l'honneur du Bushido et tout ça, mais qui est plus au-delà de ça, qui est aussi Hmm. dans, dans, dans le sacré, dans le rapport au sacré. Donc le fait de savoir se sacrifier, de savoir avoir cette empathie au sens étymologique, patein, donc souffrir en grec, souffrir avec empathie. Donc là, le manga retrouve, ironiquement, les racines grecques de, de cette, de cette question. Et, Ouais. et donc, voilà, le fait d'invoquer tellement de grands sujets de manière qui reste toujours ancrée dans le récit, dans le genre. Donc, ce n'est jamais un pur ajout, si on veut. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur même de la dynamique de ces personnages et de leur interaction. Le fait que c'est ça, on est invité par le format et par l'intérêt de l'œuvre, on est amené à dépasser très vite le cadre purement manichéen du récit d'invasion extraterrestre, comment se Ouais. défendre, etc., etc. Et on entre dans toute l'ambiguïté au-delà même de l'infiltration, on entre dans toute l'ambiguïté de ce que c'est que d'être humain, qu'est-ce que c'est que euh, l'humain comme parasite, Hmm. quelle peut être la rédemption de ces différentes pulsions qui nous traversent, etc., etc. Donc, Vous évoquez même la notion de péché qui prend, et c'est ça que je trouve passionnant avec Parasite, ce péché pardon, qui prend des accents marxistes. c'est qu'il y a beaucoup de niveaux, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un dialogue, et là c'est très transculturel parce que le Japon n'est pas étranger à la culture judéo-chrétienne par la force des choses, Hmm. puisque en incorporant, en assimilant toutes ces mythologies fantastiques, etc., etc., venues des États-Unis et autres, malgré tout, on incorpore aussi tous ces éléments. Puis il y a une longue histoire aussi du Japon avec la tradition chrétienne. Depuis les premiers missionnaires portugais et autres. Mais il y a un effet de distanciation culturelle Mhm. par rapport à ça, mais il y a un dialogue avec ça. C'est-à-dire que Hmm. on n'est pas dans un univers qui ignore tout de la tradition judéo-chrétienne. Au contraire, on est dans un univers qui souvent incorpore des motifs très profondément ancrés Ouais. dans le monde judéo-chrétien. Et du coup, le distancie par un regard autre. Et je pense que là, c'est des choses qu'on trouve dans Parasite parce qu'on est tout le temps en train d'interroger à la fois la question du cogito cartésien, donc la Mhm. primauté de la pensée et de De la l'humanité, conscience, ouais. et on est en train de l'exploser complètement, donc à la manière presque d'un koan zen, c'est-à-dire que là, tout à coup, on se trouve avec deux consciences qui doivent cohabiter à l'intérieur d'un même corps et deux Mhm. consciences
qui interagissent et qui même se contaminent. Parce que, comme je disais, il y a ce Oui. double processus. Et à un moment donné, c'est expliqué de manière narrative dans la diégèse. Le parasite s'étend à toutes les cellules Ouais. de l'hôte. Et donc là, clairement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contamination, mais aussi de l'ordre de l'illumination. Et là, c'est là où on est aussi Ouais. dans ce monde un peu complexe des traditions spirituelles orientales. Et, euh, et donc, il y a le cogito, mais il y a aussi la tradition judéo-chrétienne de l'âme, et avec tout ce que ça implique comme tradition au début très énergétique chez les Grecs, avec le pneuma Hmm. et tout ça. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi que pour nous, c'est intéressant d'essayer de comprendre ces œuvres ou de les comprendre d'une autre manière. C'est que sans cela, il n'y aurait pas eu le succès, la globalisation du manga. C'est-à-dire que c'est parce que c'est à la fois extrêmement différent, mais qu'on y retrouve aussi beaucoup de points de repère euh, Hmm. au- au- qui, auxquels on peut se rattacher et qui, donc, dans ce brassage, je pense que réside en grande partie l'intérêt de... Et ce qui fait que beaucoup de gens ont préféré finalement passer au manga et délaisser en France la BD franco-belge, qui a été perçue Ouais. comme une invasion capitaliste, etc., Ouais. etc., et comme quelque chose de culturellement destructeur et tout ça, mais qui est très représentatif quand même. Bah, comme on l'a vu, Parasite, donc c'est à la fois l'idée de fusion, l'idée d'accepter aussi l'autre, d'accepter l'étranger dans notre corps, dans notre vie. C'est également la place de l'humain. Est-ce que c'est un poison ou le chef sur Terre? Pour paraphraser, bon, bah, évidemment, c'est aussi la purification par le sacrifice. Voilà, à de nombreux moments, hein, quand Migi parcourt tout le corps ou même à différents moments du manga que je ne citerai pas pour éviter les spoils. Vous, en tout cas, de Parasite, et ça terminera cet entretien, c'est quoi votre moment préféré de l'œuvre? Qu'est-ce qui vous a marqué dans Parasite? Bon, un peu tous ces éléments-là. Après, dans le manga, il y a aussi un plaisir sensoriel, visuel. Hein. Je veux dire, Ouais. les couvertures sont incroyables. À chaque fois, c'est des images hum, extrêmement fortes. Il y a des moments de grande poésie, justement, quand il y a ces moments plus introspectifs. Et on retrouve quelque chose qui est très, très présent aussi. Hein. La mélancolie est très présente dans le monde du manga. Et on retrouve donc ces transitions entre des scènes d'action époustouflantes, horrifiques, tout ça, puis des moments d'interaction. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment un tout, mais je sais que ce dosage, cette alternance, ce rythme, euh, c'est une chose que je retiens. Le côté justement des explosions de violence et puis le côté plus soap, mais Ouais. aussi le côté plus philosophique où on accompagne ces personnages à travers tous ces combats. Ce qui fait que Ouais. malgré le fait que la structure reste typiquement les mangas avec les combats qui se succèdent avec différents adversaires et tout ça, Mhm. on n'a pas tellement l'impression avec Parasite qu'on est en train de suivre la formule. C'est-à-dire, c'est Ouais. pas, c'est vraiment une décantation de la formule, tout en la respectant quand même, mais c'est une décantation et c'est pas tant ce souvenir que l'on a. Mais bon, le début et la fin, c'est souvent aussi marquant. Hein, le début et la fin. Le début avec les sports, la fin avec... bon, on va pas spoiler, mais ce côté très sincèrement Très pathétique, hein, touchant. au Mhm. sens classique aussi du pathos. Euh,
très touchant. La fin qui est très, très touchante. Donc, je trouve que ce mélange de délicatesse et de ultra gore est très réussi dans cette œuvre. Merveilleux. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez envie de découvrir ce merveilleux manga qui commence avec cette merveilleuse citation Au-dessus de la terre, quelqu'un songeait. Si la moitié de l'humanité venait à disparaître, combien de forêts pourraient être sauvées? Si 99% de la population venait à disparaître, les rejets de la pollution diminueraient-ils de 99% si l'on protégeait la vie? Tout ça, tout ce dont on a parlé, c'est disponible en 10 tomes aux éditions Glénat. Vous avez également un spin-off qui s'appelle Parasite Reversi de Mohere Ota, toujours disponible chez Glénat en 8 tomes. Vous avez l'animé, vous avez les films, vous avez la série. Bref, l'univers Parasite, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose passionnant à découvrir. Je pense que vous l'avez compris à travers cet épisode. Et Antonio, avant de terminer cet épisode, est-ce que vous avez des recommandations de manière générale, une œuvre ou peut-être une vidéo, que sais-je, à recommander à nos éditeurs, auditrices, de quelque sorte qu'ils soient. Waouh! Bah, là, je veux dire, si on reste tout simplement dans le sujet, je pense que, en fait, la série de remake, le roman lui-même de l'invasion des profanateurs, Body Snatcher, The Invasion of the Body Snatchers, le roman est passionnant. Le premier film est un chef-d'œuvre, le remake est un chef-d'œuvre, et ensuite il y a eu 2-3 remakes encore, donc le Abel Ferrara, très intéressant aussi. En fait, ça crée comme une sorte de cycle qui, avec Parasite, je trouve que ça fait une belle, un beau parcours. De l'autre côté, si on s'en va dans l'exploration des mangas, là, je dois dire que ça fait longtemps que je ne les lis plus, mais c'est sûr que encore une fois, révisiter les premières itérations. Je sais qu'on a réédité les Devilman en anglais, je ne sais pas en français où est-ce qu'on en est. Il y a aussi la période très sombre de Tezuka dans les années 70. Bon, il y a la grande mutation vers la sorte de nouvelle vague de mangaka dans les années 70 qui me fascine. Et je trouve que là aussi, dans ses origines, il y a des choses extrêmement intéressantes à découvrir. Dans la continuité donc de ces mangas pionniers d'horreur des années 60, il y a Kitaro d'un côté que tu évoquais hors onde, et il y a aussi par exemple dès 67 ce personnage assez particulier, donc Hellboy, Jigoku-kun de Morotani, qui est aussi intéressant quand on s'intéresse aux origines un peu plus dans ce manga plus ancien. Moi, j'ai un penchant qui n'est pas nostalgique, parce que ces mangas-là n'étaient pas du tout connus, hein, malheureusement, n'étaient pas du tout publiés dans les années 60-70 en Occident. Ce n'est que beaucoup plus tard, beaucoup plus tard qu'on a pu les découvrir. Mais bon, il y a peut-être quand même une sorte de nostalgie bizarre de quelque chose qu'on n'a pas connu. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir quand même d'où viennent les mangaka que l'on connaît, parce que on est trop perdu souvent dans le vertige de la nouveauté, des nouveaux trucs et tout ça. Et puis au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une réelle tradition de transmission transgénérationnelle des mangaka. Et moi, je trouve toujours très important de comprendre, quand on aime
des mangas, de comprendre d'où ils viennent. Donc, d'un côté, oui, qu'est-ce qu'ils ont pu inspirer, Bien sûr. c'est intéressant, mais beaucoup de voir d'où ils viennent. Et justement, je trouve que dans ces premiers mangas d'horreur des années 60, il y a vraiment beaucoup de trésors à découvrir. Très très bien, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Est-ce que de votre côté, vous avez une actualité, des recommandations de travaux vous concernant dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En fait, je dirige la revue en ligne popanstock.ca. On publie beaucoup d'articles d'étudiants et de collègues sur l'étude de la culture populaire au sens large. Donc, des fois, on trouve des choses sur le manga, l'animé, mais aussi sur plein d'autres choses. Donc, ça, c'est un des aspects. Je vous invite. Et on a un groupe Facebook aussi et tout ça, donc vous pouvez suivre ça. Et sinon, il y a un peu, j'ai publié sur tellement de choses différentes que c'est difficile de. Mais l'article dont on a parlé, je pense que vous le trouvez en ligne sur la revue Capture Effectivement. et donc vous pouvez approfondir aussi sur ce qu'on a pu dire. Eh bien, merveilleux. Merci énormément. Quant à nous, eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire si l'épisode vous a plu, si vous avez lu ou regardé cet animé, dire ce que vous en pensez. Aussi, eh bien, merci encore pour votre fidélité, pour toutes ces semaines passées ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, Le manga est né livre et partout, il est dans les cases. c'était Entrepods, le podcast qui frissonne de questions et surtout qui vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Au revoir tout le monde. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.